point virgule par rapport à la campagne que nous avions lancée en début d'année au sein de l'agence autour des sujets d'apprentissage et de maîtrise des compétences de base pour les jeunes et les apprentis en particulier, et que nous avons aussi, on va dire, concrétisé par un challenge qui s'appelle Solide sur mes bases, auquel vous avez été un certain nombre à répondre et à nous proposer vos pratiques inspirantes. On a eu l'occasion effectivement de remettre au mois de septembre les prix de ce challenge et donc effectivement de pouvoir, on va dire, récompenser, en tout cas identifier des pratiques qui nous ont semblé particulièrement intéressantes, soit déjà en place, soit en projet. Et notre idée aujourd'hui, c'était de proposer au plus grand nombre la possibilité de revenir par des témoignages sur ces pratiques que vous avez proposées. Donc, je remercie déjà beaucoup toutes les structures qui ont candidaté et participé à cette campagne et à ce challenge, parce qu'effectivement, on a lu de très belles choses et des choses très intéressantes. Et puis, je remercie et je félicite en particulier tous ceux d'entre vous pour lesquels les pratiques ont été à ce point inspirantes qu'elles ont été proposées pour être récompensées. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui, donc, rapidement de représenter les grands enjeux de ce challenge, de cette campagne, mais surtout de passer du temps à écouter les témoignages donc, de 6 structures que je remercie d'avoir accepté ce petit exercice de questions-réponses en direct autour de ces projets. Et nous avons aussi réalisé donc un document qui est la synthèse des pratiques inspirantes, donc des personnes qui vont témoigner aujourd'hui, mais pas seulement, d'autres pratiques qu'on ne pouvait pas toutes présenter aujourd'hui, mais qui sont tout aussi intéressantes. Et donc, nous enverrons d'ici la fin de semaine à chacun des participants et des inscrits un mail dans lequel vous retrouverez le document de synthèse. En annexe à ce document de synthèse, on va dire les projets de façon un peu plus détaillée. Vous verrez que le document de synthèse, il pointe un certain nombre d'éléments particuliers. Et puis, également, donc, le lien vers le replay du présent webinaire et un tout petit questionnaire assez rapide à remplir de 4-5 questions pour voir un petit peu ce que seraient vos attentes ou vos souhaits pour la suite du travail qu'on pourrait mener ensemble au bénéfice des apprentis en difficulté avec les compétences de base. Voilà un petit peu. Donc ça, ce sera dans un mail que vous recevrez dans les prochains jours. Alors, est-ce que Lamia nous entend et peut prendre la parole pour présenter rapidement les enjeux du challenge? J'ai l'impression qu'il y a un problème de son pour Voilà, la Lamia. mienne m'a fait savoir qu'elle avait un problème de son. Donc là, il n'y a D'accord. rien qu'on puisse faire puisqu'on essaie d'envoyer Non, le mais son. on va rapidement donner quelques éléments, puis passer tout de suite au témoignage et on verra éventuellement enfin. Donc l'idée, c'était simplement de revenir sur le fait que sans cette campagne et ce challenge, leur objectif, c'était de pointer avec vous le fait qu'on sait aujourd'hui qu'on a un certain nombre de jeunes qui, pour certains, sont en apprentissage, qui sont en difficulté avec les compétences de base et qui peuvent être, du coup, de ce fait, en difficulté aussi dans eh bien, la gestion de cette période d'apprentissage et pourquoi pas leur entrée dans la vie active. Et dans cette mesure, on voulait identifier avec vous comment repérer, accompagner ces jeunes pour faire en sorte que le plus rapidement possible et sans attendre leur entrée dans la vie active concrète, sous forme de salariat, on puisse justement effectivement les aider. Donc, on savait, on percevait, on pressentait qu'un certain nombre de structures avaient d'ores et déjà mis en place des choses. Et notre idée, c'était de permettre à ces structures de partager leurs expériences et pourquoi pas leurs difficultés aussi dans la mise en œuvre de ces éléments. Et donc, dans cette perspective, de pouvoir nous les remonter. Donc, la campagne a été lancée avec un certain nombre de webinaires. Vous étiez très nombreux à être connectés au webinaire du printemps dernier. On a ressenti une attente sur les territoires. Les chargés de mission régionaux de l'agence ont aussi animé un certain nombre de temps dynamiques au local. Et on a bien perçu effectivement qu'il y avait, on va dire, une préoccupation des prépas apprentissages, des organismes de formation d'apprentis, des entreprises sur ce sujet et sur la volonté de mieux accompagner ou d'accompagner différemment des jeunes qui n'ont pas complètement trouvé leur place ou en tout cas leur épanouissement dans leur scolarité avant l'entrée en apprentissage. Donc, dans cette mesure, on a monté ce petit challenge, solide sur mes bases, avec la constitution d'un jury qui s'est réuni fin juin et qui, du coup, a, dans différentes catégories, choisi un certain nombre d'initiatives. Une initiative entreprise, une initiative prépa-apprentissage et 2 initiatives CFA, l'une pour un projet à venir, donc qui est en construction,
et l'autre pour un projet déjà élaboré. Alors, les structures qui ont été récompensées, ben, je pense qu'elles sont toutes là aujourd'hui, donc on s'en réjouit. Catherine Duez côté entreprise, Corinne Barth pour le CFA qui a déjà un projet en cours. Je vois le lieutenant-colonel Dubois pour le projet à venir et Anne-Charlotte Gauthier pour la prépa apprentissage. Donc, merci et félicitations à vous tous, voilà, pour la qualité de votre travail et de votre participation à ce challenge. Et on a élargi un peu le panel aujourd'hui à d'autres projets qui étaient tout aussi intéressants, mais il faut bien choisir quand le jury doit trancher. Mais pour autant, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de partage et on voulait partager avec vous le maximum de ces initiatives. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour le moment pour laisser vraiment le temps aux témoignages de s'exprimer. On a demandé à chacun de se limiter à 10 minutes d'intervention pour qu'on puisse prendre une ou deux questions. J'espère qu'on ne sera pas dans la frustration des échanges. Donc, n'hésitez pas dans le fil de conversation à indiquer les questions. Et si on ne peut pas toutes les prendre et toutes les traiter pendant le webinaire, on se fait fort de les transmettre aux intervenants pour qu'éventuellement on puisse collecter leurs réponses et vous les transmettre a posteriori. Voilà. Virginie, Loane, est-ce qu'il n'y a pas de questions ou d'interventions particulières? Bon, alors, on va y aller. Peut-être simplement un mot pour vous parler donc quand même de la synthèse que vous recevrez. Donc, je vais vous la montrer rapidement juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est un document qui fait 9 pages, donc qui est un document, on va dire, assez rédigé, dans lequel donc, vous retrouverez eh bien, ce que je viens de vous exprimer très, très rapidement, là, de façon un peu plus détaillée sur le pourquoi du comment ce challenge, qui fait ses suites au webinaire du printemps, les régions qui ont candidaté et la répartition des candidatures que nous avons reçues, le palmarès, bien sûr, avec les lauréats, et puis une deuxième partie autour des pistes qui émergent des pratiques qui sont partagées lors du challenge. Donc, on a réparti en 5 chapitres ces pistes. D'abord, voilà, je sors du partage. C'était juste pour vous montrer un petit peu la configuration du document. Donc, des premiers aspects autour du repérage, comment est-ce qu'on identifie ces jeunes qui peuvent être en difficulté avec les compétences de base et un certain nombre d'initiatives prises en ce sens. Deuxième élément, comment est-ce qu'on prépare des jeunes qui vont entrer en apprentissage, dont on souhaite qu'ils puissent entrer en apprentissage, mais qui ne sont pas encore tout à fait prêts. Voilà. Donc en donnant du sens à cette démarche. Troisième élément, comment est-ce qu'on s'adapte à la difficulté? Comment est-ce qu'on en parle aux jeunes sans les stigmatiser, dans le but de les accompagner? Quatrième élément, comment est-ce qu'on va chercher, on donne confiance et puis on va mettre en place un accompagnement dans la progressivité et dans la durée? Et dernier élément, comment est-ce qu'on forme ces jeunes avec des outils adaptés à leur situation et à leur spécificité? Voilà un petit peu sur les différentes pistes que vous trouverez détaillées et illustrées par des témoignages. Donc volontairement, dans cette synthèse, on a mis des extraits, en fait, des projets pour pouvoir en faire un document qui ne soit pas trop fleuve. Et dans les annexes, vous retrouverez, on va dire, plus en long, les témoignages des structures. Et là encore, je remercie toutes les structures qui ont accepté qu'on diffuse l'ensemble de ces éléments et qui se mettent un peu à nu dans ce document de partage. Voilà, donc on est ravis de pouvoir du coup vous diffuser ces éléments-là et on commence tout de suite avec un premier témoignage. Donc ce premier témoignage, il concerne une expérience d'entreprise et c'est Sabrina Vidal, la chargée de mission régionale Hauts-de-France pour la NLCI, qui va donner la réplique à Madame Catherine Duez pour les écuries du Camagé. Merci à toutes les deux. Bon, bonjour à toutes et tous. Désolée, un petit souci de caméra, donc j'espère qu'on m'entend bien au niveau du son. Madame Duez, bonjour. Merci Bonjour. pour votre participation à ce webinaire. Vous êtes directrice donc des écuries de Camagé. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc en quelques mots votre entreprise et ses spécificités? Alors, moi, je suis gérante d'une structure équestre qui a la particularité d'être labellisée et qui en dit mental, moteur, sensoriel, c'est-à-dire qu'on accueille en mixité du public valide et du public en situation de handicap, sans ghettoisation, chacun à sa place dans la structure, ensemble ou pas, parce que pour certains, c'est pas possible de pratiquer ensemble. On est équipé d'une structure qui est complètement inadaptée pour l'accueil du handicap.
Donc, si jamais il y a un millionnaire qui veut nous aider, on est bien d'accord. Et en fait, ce qu'on essaie de valoriser par rapport à la qualité de notre structure, c'est parce qu'il y a des pavés plein la cour, donc pour les fauteuils, c'est pas pratique. Et c'est l'entraide et l'accueil de tout le monde. Pour ça, on a 40 chevaux. On est équipé de matériel type lève-personne, selle à dossier ou du matériel spécifique pour les personnes en situation de handicap, des rênes à poignée, des rênes à boules pour ceux qui ont besoin d'outils pédagogiques. Et pour gérer tout ça, on est deux monitrices labellisées, ben, formées en Equihandi. Et puis, on a aussi dans l'équipe une élève monitrice, on a des services civiques, des stagiaires et on accueille des stagiaires de tout type et des contrats d'apprentissage. Et donc, ben, ça fait un micmac de personnes. Et en plus, dans l'équipe, on est parfois en minorité ou parfois en majorité en situation de handicap. Donc, dans l'équipe, il y a aussi des personnes en situation de handicap. Et ce qui nous permet d'avancer sereinement sur tous les projets et les sujets ben, alors, dans le handicap, nous, on accueille, on est labellisé aussi Équisocial, donc pour accueillir des jeunes qui sont en difficulté et qui dépendent soit du Conseil général, des pupilles de la nation, ou bien on travaille aussi avec la protection judiciaire de la jeunesse. Donc voilà. D'accord. Et on est également centre de formation pour les soignants dans les activités d'équihandi et d'équithérapie. Et on est aussi centre de formation pour les élèves moniteurs, les moniteurs dans les activités équihandi qui pourraient être développées au sein de leur structure. Donc, voilà. D'accord, merci. Et donc, du coup, comment est né le projet d'accompagnement donc du jeune apprenti, Alors, en fait, nous, en quoi on a-t-il a, permis? oui, on a dans le village un monsieur qui est famille d'accueil pour la protection judiciaire de la jeunesse. Et donc, il avait le jeune qui était logé chez lui. Et puis, comme il voulait pas qu'il reste inactif, il nous a demandé si on pouvait l'accueillir. Sauf que nous, on peut pas l'accueillir comme ça. Et donc, on s'est mis en contact avec l'éducateur de la PJJ qui le suivait. Et justement, ce jeune avait des travaux d'intérêt généraux à faire. Donc, il a commencé dans la structure en tant que jeune qui venait pour des travaux d'intérêt généraux, pour en réparation de ce qu'il avait pu commettre comme mal fait. Et puis après, ça s'est bien passé. Donc, il a été stagiaire et de stagiaire, il est passé sur le statut d'apprenti. Donc, voilà. D'accord. Donc, en qualité d'apprenti, vous l'avez accompagné donc, dans un projet un peu spécifique. Comment avez-vous repéré un peu ces difficultés et qu'est-ce que vous avez Alors, mis en place pour ouais, l'aider? alors en fait, sur ces jeunes qui viennent du secteur social en général et surtout de la PJJ, il faut qu'ils montrent tout le temps qu'ils sont les plus forts, qu'ils sont les plus durs, qu'ils sont les meilleurs, hein. C'est un peu la loi de la jungle. Et donc, c'était beaucoup plus complexe sur ce genre de jeunes parce que le fait qu'on veuille l'aider, ça voulait dire qu'il avait une faiblesse. Et la faiblesse, dans son milieu, c'était pas très bien vu et ça le protégeait pas. Donc déjà, il a fallu qu'il prenne confiance en nous pour qu'au bout d'un moment, on puisse l'amener. Alors, la confiance, avant la confiance, bah, il a fallu la bienveillance et le respect. Gérer le respect aussi, tant qu'il ne nous respectait pas. Quand le jeune, il m'a été amené, on m'a dit, attention, avec les femmes, ça peut être compliqué. Bon, avec ma bande de castratrices, ça serait très bien passé, hein. Elle gère des chevaux de 500 kilos, donc un petit zouave, ça s'est plutôt bien passé. Et on avait l'habitude, nous, de ce genre de public, puisqu'on accueillait déjà des centres éducatifs renforcés, ben, des CER, et on a eu contact avec des CEF en centre éducatif fermé. Et puis, on est intervenu aussi dans des postes, ben, des gens qui étaient en réadaptation suite à des passages en prison. Donc, voilà, c'est un public qu'on maîtrisait. Ce qui a été plus difficile avec ce jeune-là, c'est que la famille n'était pas très loin. Et la famille n'était pas forcément la famille qui pouvait l'aider dans le projet. Donc, nos limites, ça a été plutôt ça. C'était quand il repartait le week-end, ben, on mettait une semaine et demie à ce qu'il puisse nous refaire confiance et qu'il puisse se dire, bah ouais, travailler quand même, ça a un intérêt quelque part. C'est D'accord. pas Donc, une qu'est-ce que vous avez organisation mis, qu'il avait, quoi. d'accord. Donc, comment vous avez
repéré ces difficultés? Comment ça s'est Alors manifesté? en Qu'est-ce que vous fait, avez mis en ouais, place au sein il avait du centre tendance équestre? ouais, il avait tendance à faire les tâches par les autres. Ou bien à nous dire bah, t'as qu'à le faire toi-même. Alors peut-être pas moi, puisque hiérarchiquement j'étais la directrice, mais aux autres, il avait plutôt tendance à être sur la défensive. Donc bah, t'as qu'à le faire toi-même, ou je sais pas le faire, ou si c'était pour un travail écrit, bah, j'ai pas envie d'écrire. Si c'était pour le calcul des rations des chevaux, quand on lui disait bah, écoute, le vétérinaire il est passé aujourd'hui, il doit avoir qu'un quart de la ration, bah, il trouvait autre chose à faire que d'aller nourrir le cheval, puisque les quarts, les demi, les tiers, c'était très compliqué pour lui. Donc en fait, soit il faisait faire par quelqu'un d'autre, soit il fuyait, soit c'était fait, mais on se rendait bien compte que la tâche, elle n'était pas réalisée comme ça avait été. Alors, dans la compréhension verbale, on n'avait aucun problème, mais automatiquement, si on le mettait à lire les rations des chevaux, ben, un cheval qui mange 15 kilos de foin, ben, les 15 kilos, ça allait, parce que 15, il savait le lire. Mais par contre, le nom du cheval, ben, il ne savait pas le lire, donc il ne savait pas quel cheval devait avoir 15 kilos de foin, en fait. D'accord. Donc, Et qu'est-ce que vous voilà. avez mis en place, Alors, du en coup? fait, nous, on a mis en place alors, plusieurs systèmes. Le premier, c'était que chaque cheval, comme il avait une très bonne mémoire, chaque cheval, il avait sa couleur. Donc, chaque cheval avait du bleu, du vert, du rouge, du jaune. Alors, bon, pour 40, on a dû subdiviser, c'est-à-dire que il y avait un poney 20 chevaux, bah, il y avait un cheval et un poney qui avaient la couleur jaune. Mais après, ça s'est adapté très facilement parce qu'on a rajouté un autre code couleur pour les poneys. Donc, chaque cheval a sa couleur, son matériel a sa couleur. Et donc, ça, c'était ce qui était prévu, nous, dans la structure pour les personnes en situation de handicap. Et donc, pour lui, eh ben, en fait, on a mis un petit bout de tissu de la couleur du cheval sur le box. Et puis, tout ce qui était fait, les filets à foin, il y avait cette même couleur. Et en fait, dès qu'on avait quelque chose à lui demander de spécifique dans l'entretien des chevaux, on adaptait. Alors, ce qui a servi à lui a servi à plein d'autres. Il sert encore aujourd'hui. Mais à la base, ça a été mis en place pour ça. Et puis pour le calcul des rations, ben, on a travaillé avec les Legos. Vous savez, il y a des petites couleurs sur les Legos et puis on a réussi, on lui a mis des dessins sur les portes de box avec un récipient dessiné et avec la quantité d'aliments. En fait, si c'était à moitié, on faisait un dessin de la dose de ration. On mettait au milieu, on mettait en couleur la moitié et il savait qu'il devait donner la moitié. Et donc, le D'accord. but aussi, c'était que ce soit interactif, c'est-à-dire que au bout d'un moment, alors on a commencé par lui dire, eh ben, écoute, c'est si jamais on a quelqu'un en situation de handicap dans le club qui ne sait pas lire, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Et en fait, c'est lui-même qui nous a aidé à réfléchir. Le but, c'était, et à la fin, il pouvait faire tout seul. Alors, le gros avantage aussi pour lui dans notre structure, c'est qu'il voyait beaucoup plus handicapé que lui. Donc, à un moment ou à un autre, il était aidant. Et il n'a pas toujours été dans la posture de personne aidée. Et je pense que pour ce jeune-là, en tout cas, ça a été très, très important de, pour une fois, être celui qui s'occupe de quelqu'un et pas forcément celui dont on s'occupe. Et ce qu'on mettait en place pour lui, il pouvait l'avoir mis en place avec nous et l'expliquer à d'autres personnes qui en avaient besoin. D'accord. Est-ce que vous avez noté d'autres améliorations donc chez ce jeune grâce Alors à... déjà, ouais, dans le relationnel, c'est justement dans cette idée-là, dans le relationnel, c'était vachement facile pour lui d'aller après ce qu'il avait appris, d'aller le répéter, sachant que nous, on a une clientèle qui est très habituée à avoir des personnes avec des handicaps. Donc, même si on a un jeune, je ne sais pas, qui est ingénieur ou qui est en études de vétérinaire ou de médecine, il ne va pas avoir un regard malveillant sur celui qui ne sait pas lire parce que depuis tout jeune dans la structure, ils croisent des gens qui ont ou des limitations psychologiques ou s'ils ont des pathologies particulières, genre la schizophrénie ou autre chose, et puis ou des personnes qui sont paraplégiques, tétraplégiques, ou bien des personnes qui ont des difficultés intellectuelles importantes. Donc, je pense que voilà, être dans le regard de l'autre, je pense que c'était important d'être valorisé et sur des jeunes qui étaient scolarisés avec des études plus importantes que les siennes. Mais au quotidien, c'était lui qui leur rendait service. Et après, ben, il osait demander. Alors, ça a été plus facile d'abord qu'il demande aux autres jeunes de la structure.
puis aux autres stagiaires. Et pour la demande, à un moment où lui avait besoin de la demande de quelque chose ou qu'il ne comprenait pas, c'était un tout petit peu plus long pour venir monter dans les échelles hiérarchiques. Et après, alors hiérarchique, tout est relatif, mais et après, il osait venir, bah écoute, je ne sais pas faire, je ne comprends pas. Et c'était cette capacité de demande, je pense, par rapport aux jeunes qui arrivaient, qui était très important. Et puis la valorisation. Chez nous, il était quelqu'un. Euh, Quoi qu'il fasse, il avait toujours souvent, alors s'il fallait qu'il se fasse tirer les oreilles, parce que venant de la PJJ, il s'est fait tirer les oreilles quelques fois, hein. Mais globalement, il avait sa place, en fait, voilà, c'est ça. Il avait sa place, il avait une place dans la structure, il avait sa place. Et comment Madame cet Duet, je pense que accompagnement, comment votre aide l'a aidé justement dans son parcours de formation? Alors, nous, on a pris d'abord, la première étape, c'était qu'il nous fasse confiance. Après, qu'on puisse, on avait, globalement, avec l'équipe, on avait pris conscience qu'il avait des difficultés. Après, lui, il nous a indiqué, par en fait, il trouvait toujours des biais. Il nous a indiqué qu'en fait, il avait des difficultés, mais il n'a pas voulu les verbaliser. Moi, c'est un jeune, qui sortait officiellement de seconde quand même. Donc, pour moi, il avait pas. On a su analyser, mais il les avait pas. Bah, je veux dire, pour moi, à la base, il n'avait pas les difficultés. Et vous pouvez me répéter la question parce que je suis partie quelque part et Ouais, puis on va s'arrêter là. C'est vrai que ça passe vite. C'est passionnant ce que vous nous racontez, Madame Duez. Mais c'était juste savoir donc quel impact avait eu cet accompagnement donc justement sur le retour en formation donc du jeune oui, donc en apprenti que fait, vous avez accompagné. il a pu faire une évaluation. Il y a une des mamans qui est spécialisée dans l'encadrement des jeunes en difficulté. Elle nous a fait une évaluation scolaire avec son accord, hein, bien sûr. Elle l'a pris entre quatre yeux. Et puis ensuite, il est rentré dans une structure, en fait, qui a un encadrement. C'est le CAPEP, nous, sur le secteur. Qu'il a pris pour qu'il puisse réapprendre à lire, à écrire et à compter. Et là, bien sûr, c'était plus de notre sort. Et donc, il a été intégré au CAPEP pour après faire un parcours susceptiblement dans MFR. Alors, on avait deux parcours différents. On avait la MFR du Cateau ou l'Institut de Genève en formation pour adultes. En tant qu'apprenti. Ben, écoutez, un grand merci, Madame Duez, et encore merci, Madame félicitations Duet. pour ce prix. Merci. Voilà. Je pense qu'on a entendu des choses voilà, qui font écho et qui nous parlent hein, sur le fait d'être quelqu'un, d'être celui qui aide, de pouvoir transmettre aussi ça. Donc, merci beaucoup pour cette initiative. Sans plus tarder, on va passer la parole donc à notre autre lauréat, celui du prix concernant la prépa apprentissage. Donc, Anaïs Boroviac, chargée de mission régionale de la NSCI en Auvergne-Rhône-Alpes, va là aussi poser quelques questions à Anne-Charlotte Gauthier pour l'AFEV 42. Merci Cécile, bonjour à tous. Rebonjour Anne-Charlotte. Est-ce que tu peux du coup présenter d'abord la structure, la FEV, parce que tout le monde ne connaît pas forcément, et puis nous dire aussi quelques mots sur le projet Apprenti Solidaire, voilà, en quoi ça consiste. Bien sûr. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Pour dire quelques mots donc, sur l'AFEV, c'est une association qui a été créée en 91 par 3 étudiants, qui comprend 4 piliers. Tous nos programmes d'action ont pour objectif la lutte contre les inégalités socio-éducatives. C'est une association qui est spécialisée dans l'engagement de la jeunesse et qui, du coup, mobilise plus de 20 000 bénévoles étudiants ou lycéens sur nos programmes d'action et à peu près 1400 volontaires en service civique. Pareillement sur la mise en place de ces actions. Le troisième pilier, c'est le fait que l'AFEV donc, compte toute une équipe de salariés et de professionnels pour pouvoir encadrer et former ces jeunes sur leurs actions, pouvoir les accompagner aussi sur leurs projets d'avenir. Et puis, le quatrième pilier, c'est la mise en place de campagnes de plaidoyer pour sensibiliser et informer le grand public sur les problématiques d'éducation et d'insertion de la jeunesse. Donc ça, c'était pour l'AFEV dans sa globalité et plus particulièrement sur le projet Apprenti Solidaire. C'est donc un projet qui a été créé en 2018 sur un double constat. Il y avait le constat du côté des entreprises qu'on a été interrogés qui nous disaient que donc ils recevaient des jeunes, déjà ils avaient du mal à recruter, ils avaient du mal à recruter des apprentis, ils avaient du mal à les fidéliser aussi dans le temps. Et parfois, ils étaient confrontés à des jeunes qui n'avaient pas les codes ou étaient un peu en difficulté sur tout ce qui était compétences transverses. Et de l'autre, nous, on accueillait aussi des jeunes en service civique ou des bénévoles qu'on pouvait
qu'on pouvait accueillir qui nous disaient que eux, de leur côté, ils avaient du mal à trouver des contrats en apprentissage et que, voilà, en tout cas, on avait l'impression que les deux besoins, à la fois de la part des entreprises et du besoin des jeunes, ne se rencontraient pas forcément, notamment sur les métiers en tension. Et c'est ce qui a fait naître le projet Apprentis Solidaires, où en fait, on a souhaité accompagner notamment les décrocheurs scolaires. Donc nous, on accompagne un public de 16 à 25 ans sur un programme de 6 mois où l'objectif, c'est pouvoir à la fin les accompagner donc là où ils en sont dans leur projet professionnel jusqu'à la reprise en emploi ou la reprise d'un contrat en apprentissage. Je suis désolée, il y a quelques petits bruits derrière moi, j'espère que ça ne gêne pas la compréhension. Je suis en ville. Donc voilà, donc, en tout cas sur les 3 axes du projet, donc on a un axe évidemment très fort autour de l'insertion où on va travailler avec eux les questions de CV, de l'automotivation, du projet professionnel, on les fait aller en entreprise pour qu'ils puissent expérimenter des choses, voilà, réfléchir un petit peu à ce qu'ils ont envie de faire pour la suite. Évidemment, on travaille beaucoup la question des compétences transverses. On a un deuxième axe qui est l'engagement, comme tous nos programmes d'action, où en fait tous nos apprentis solidaires en fait vont se rendre 2 fois par semaine dans des associations du territoire pour pouvoir mettre en place du bénévolat et surtout voilà, pouvoir s'intégrer à une équipe de bénévoles, de salariés, développer des compétences transverses, se sentir utile. Donc, ça fait un peu écho à ce que vous disiez aussi, Catherine Duès, sur la question des aidants, où ces jeunes-là, en fait, ils se trouvent dans une posture où ils vont aider les autres. Et donc, ça les aide énormément sur la question de la confiance en eux. Et le troisième axe du projet, c'est tout ce qui est justement atelier et remise à niveau pour la levée des freins, où l'objectif, c'est de pouvoir avoir un accompagnement un peu global en fonction des problématiques du jeune. Et donc, sur la Loire, sur Apprentis Solidaires, on accompagne 20 jeunes par an, de 16 à 25 ans pendant 6 mois. Et ce que tu disais, Anne-Charlotte, donc tout à l'heure sur le profil, alors vous accueillez une grande diversité de profils des jeunes, décrocheurs, mais pas que. Et donc pour ceux qui sont en difficulté, qui arrivent chez vous, qui sont en difficulté avec les compétences de base, Ouais. comment vous les accompagnez? Quelles sont les solutions très concrètes qui sont mises en place? Alors déjà, peut-être sur le public, on a à peu près 66%, enfin c'est les stats nationales, mais on a 66% des jeunes qui ont un niveau égal ou inférieur au brevet des collèges. Donc c'est vraiment des jeunes qui sont peu ou pas qualifiés. Parfois certains ont commencé une formation post-troisième, mais ont arrêté en cours de route. Voilà, on a des jeunes qui sont à 38% qui sont résidents en quartier prioritaire de la ville. Voilà, alors on cherche une mixité sociale, mais en tout cas, on accompagne de nombreux jeunes de ces quartiers-là. On a à peu près 9% de jeunes qui se trouvent en situation de handicap, et je dirais même quasiment le même ratio qui se pose des questions sur le fait d'avoir ou non un handicap, ou en tout cas se pose des questions sur un diagnostic qui n'a pas forcément été fait. Et voilà, c'est des jeunes en tout cas qui présentent un cumul de difficultés, un cumul de freins, qui parfois ont décroché depuis 1, 2, 3 ans. Voilà, et qui ont des difficultés en tout cas sur les compétences de base. Et donc en effet, donc comment nous on les accompagne? Donc déjà, ce qu'on a pu mettre en œuvre, c'était, la première chose, c'était de sensibiliser en fait les personnes qui vont être en animation auprès de ces jeunes. Donc on appelle nous des coordinateurs, coordinatrices de promo Apprentis Solidaires. Donc c'est vraiment les personnes qui vont être en lien avec ces jeunes-là pendant 6 mois, qui vont les accompagner pendant toute la durée de leur parcours. Et donc la première étape pour nous, c'était du coup de pouvoir sensibiliser ces personnes à la question de l'illettrisme et de tout ce que ça pouvait engendrer aussi en termes de représentation et de préjugés auprès de ces jeunes, comment en parler auprès des jeunes, comment pouvoir apporter des réponses et connaître un peu toutes les ressources qu'il pouvait y avoir sur les différents territoires. Donc ça, c'était la première étape. Et ensuite, donc nous, on fait passer donc les tests EvaCob à tous les jeunes qui rejoignent le dispositif pour pouvoir un petit peu évaluer le niveau, enfin, en tout cas, pouvoir voir quelles sont les difficultés les plus majeures dans le groupe et du coup, pouvoir avoir une attention particulière envers ces jeunes-là. Et sur l'accompagnement, justement, une fois que vous avez repéré des jeunes qui, a priori, pourraient avoir des difficultés sur les compétences de base,
justement, ce que vous proposez en fait à l'interne, là tu pourras peut-être un peu développer, ça relève un peu plutôt de l'éducation populaire. Enfin, l'idée, c'est de proposer des choses qui sortent complètement d'un cadre scolaire, parce qu'en plus, les jeunes, ils viennent de décrocher de l'école il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Donc l'idée, c'est de proposer autre chose de différent pour malgré tout retravailler la lecture, l'écriture et le calcul. Oui, tout à fait. Ouais, bah, au début, on était au tout début du projet, quand on évoquait cette notion de remise à niveau, on était plus dans des choses plus scolaires, avec, voilà, on faisait des petits ateliers autour du français, des mathématiques et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas hyper bien. Et aussi parce que les coordinatrices n'étaient pas toujours à l'aise sur cette posture, qui les faisait retourner sur une posture plus d'enseignement, ce qui n'était pas du coup, ce qui n'est pas la posture qu'ils ont auprès des jeunes. Et donc finalement, en effet, on utilise plutôt une pédagogie active et toutes les méthodologies d'EducPop avec le fait de se mettre vraiment en condition, en fonction des besoins du jeune. Donc, par exemple, nous, c'est vrai qu'on accompagne plutôt vers l'emploi et l'insertion. Donc, toutes les petites choses qu'on va pouvoir faire autour du CV, de la lettre de motivation, de la présentation de soi en entretien, etc., bah, c'est une manière finalement détournée de travailler l'écrit, mais qui va leur servir dans un objectif premier d'insertion. Il y a aussi toutes les difficultés parfois que peuvent rencontrer les jeunes sur les déplacements, parce que compliqué pour eux de prendre le bus, de savoir où s'arrêter. Voilà, donc on va par exemple accompagner individuellement ces jeunes sur les déplacements pour pouvoir leur montrer un peu voilà, comment, en tout cas renforcer l'autonomie qu'ils peuvent avoir dans leurs déplacements et leur mobilité. On travaille sur des des projets de mini-entreprises fictives où en fait les jeunes en groupe travaillent sur un projet collectif pendant les 6 mois et du coup vont pouvoir déjà co-construire eux-mêmes un projet qui a du sens pour eux. Et ensuite, l'objectif, c'est de pouvoir le présenter devant un jury de professionnels à l'issue des 6 mois. Voilà, on est en lien avec Entreprendre pour apprendre sur ce projet-là. Et donc, voilà, ils organisent à chaque fois un pitch devant un jury de professionnels. Et finalement, toute la construction de ce projet-là est un peu une manière pour nous d'aller travailler toutes ces compétences de base-là. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pair à pair aussi, beaucoup de jeunes qui s'entraident. Une fois qu'on a repéré via les tests EVACOP les jeunes qui ont le plus de difficultés, c'est à nous aussi d'avoir un regard particulier envers ces jeunes pour pouvoir les soutenir. L'idée, évidemment, c'est pas de les stigmatiser, c'est vraiment de leur apporter le soutien dont ils ont besoin pour pouvoir être dans le collectif et pouvoir aussi jouer un rôle dans la construction de ces projets ou dans leur développement professionnel et personnel. L'approche du projet professionnel, de l'insertion dans le monde du travail, ça c'est un des leviers effectivement sur lesquels vous appuyez. Mais vous appuyez aussi sur des leviers plutôt d'ordre personnel. Est-ce qu'il y a des actions plutôt à dimension culturelle ou sur d'autres thématiques qui sont aussi proposées aux jeunes? Oui, tout à fait. En effet, il y a tout ce qui est... on organise des ateliers théâtre, par exemple, pour pouvoir travailler l'expression orale, mais aussi, du coup, savoir parler de soi, utiliser le bon vocabulaire. Il y a un peu toutes ces choses-là. On leur propose aussi du coaching en développement personnel avec un coach qui nous accompagne sur ces sujets, où ils vont pouvoir réfléchir à qui sont leurs valeurs, ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, comment ils se positionnent par rapport aux autres. Et ça, c'est plein de petits exercices qu'on leur propose qui, du coup, utilisent l'écrit et la lecture, finalement, mais dans une perspective de réflexion sur soi et de connaissance sur soi-même qui leur permet d'avancer sur leurs projets personnels et professionnels. Et quel constat tu peux nous partager sur le changement en fait, de posture et des compétences acquises des jeunes à l'entrée d'Apprentis Solidaires et quand ils sortent au bout des 6 mois, parce que c'est vrai que c'est une période assez courte finalement, Oui. et malgré tout, vous arrivez à constater un certain nombre de changements importants? Oui, tout à fait. Alors, j'avais un petit, un petit support, je ne sais pas si je vais pouvoir le partager. Alors, je vais regarder si j'y arrive, sinon On fait l'essai. Oui. Et puis on verra. Mais ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est bien la dimension du sens. Hein. On voit bien qu'il faut que les choses aient du sens. Oui. On voit parfaitement votre support. Vous voyez bien? Tout à fait. Parfait. Bon, super. Bon, je vais essayer d'être rapide. L'idée, c'est pas que je prenne trop de temps, mais c'est vrai que peut-être pour vous
dire quelque chose de la démarche. En fait, l'année dernière, on a mis en place une mesure d'impact avec un outil qui s'appelle Impact Track. C'était la première année qu'on la mettait en place et l'idée, c'est de pouvoir un peu plus objectiver justement ce développement des compétences transverses. Et donc, on les a interrogés 4 fois dans l'année, enfin dans les 6 mois. Une première fois quand ils venaient d'arriver, une deuxième fois au moment où ils étaient au milieu du parcours, une troisième fois à la fin des 6 mois, et donc la quatrième fois avec un peu plus de recul quelques mois après. Et donc finalement, c'est tout ce travail où on les a interrogés sur... alors, c'est de l'autodiagnostic, mais qui est fait en lien avec les coordinateurs et les coordinatrices de promo. Et donc, voilà, comment ils arrivent eux-mêmes à s'auto-positionner. Et donc, voilà, donc il y avait un premier élément sur les compétences et les connaissances utiles pour lire et écrire. Et on voit ce que je trouve intéressant dans ce schéma-là. Alors, il est très global. Là, j'ai pris vraiment spécifiquement les jeunes accompagnés sur la Loire. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une petite descente en mi-parcours. Et je pense aussi que nous, c'est ce qu'on constate, c'est que finalement, il y a beaucoup de jeunes en mi-parcours qui se rendent compte que, en fait, qui sont confrontés à leurs difficultés qu'ils ne voyaient pas forcément avant, et aussi parce qu'ils sont dans un collectif, forcément, il y a cette question parfois de la comparaison, ou en tout cas, ils peuvent se rendre compte des difficultés qu'ils peuvent avoir, aussi en candidatant à des offres en apprentissage, etc. Donc voilà, il y a souvent une petite baisse un diagnostic un peu plus faible en mi-parcours et finalement qui remonte au bout des 6 mois et quelques mois après quand ils se rendent compte aussi du chemin parcouru. Et oui, voilà, c'est ça exactement. Donc pareillement sur la question du numérique aussi qu'on interroge. Forcément, nous, on est aussi en lien parfois avec des Fab Labs ou pas des Fab Labs, mais des espaces numériques partagés, des choses comme ça, où on peut aussi travailler les compétences numériques et au travers aussi de l'insertion sur les CV, la recherche aussi. On va travailler aussi ces notions de compétences numériques. On voit aussi que le travail en autonomie, il se développe sur les 6 mois, puisque après le parcours, il y a plus de jeunes qui se sentent à l'aise pour travailler en autonomie. C'est des choses qui renforcent aussi tout ce qui est confiance en soi et bien-être. Et donc là, on les a interrogés sur les principaux freins levés dans l'accès à l'emploi grâce au dispositif Apprentis Solidaires. Donc, en effet, il y a à peu près 10% qui nous disent qu'ils peuvent mieux parler ou écrire le français. Ça fait partie d'un des freins levés pour certains. Il y en a qui nous disent qu'ils ont plus confiance en eux, qu'ils sont plus motivés, qu'ils sont plus à l'aise dans le rapport aux autres. Donc voilà, ça c'est des choses qui nous permettent de voir en quoi le projet peut être positif pour eux. Ah oui, je ne l'ai pas dit aussi, mais il y a effectivement la notion du déplacement plus facile. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, cette capacité à être davantage mobile et à pouvoir être en autonomie sur ses déplacements professionnels et personnels. Sur la suite du parcours pour les jeunes, on a effectivement plusieurs typologies. Nous, on les appelle les sorties positives, mais voilà, typologie de sorties possibles pour les jeunes. Il y a à la fois des jeunes qui obtiennent des contrats en alternance. On a aussi des jeunes qui rentrent directement en formation sur des formations initiales. On a des jeunes qui vont directement vers l'emploi parce que finalement, ils ne se sentent pas à l'aise à reprendre une formation. D'autres qui se tournent vers l'intérim. D'autres pour qui encore le parcours est un peu plus long parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise encore. Pour eux, 6 mois, c'est trop court. Et donc, pour certains, ils ont besoin d'un peu plus de temps. Et donc, on va les réorienter vers aussi d'autres dispositifs d'insertion pour continuer continuer le cheminement et le parcours. Et je vous ai mis 2 témoignages de jeunes qu'on a accompagnés l'année dernière, que je vous laisse lire, mais en tout cas qui montrent que ça a pu avoir un peu un impact, notamment sur la confiance en eux et la dimension de collectif aussi qu'on travaille énormément, et sur le développement de la valorisation des compétences à la fois qu'ils avaient avant d'intégrer le dispositif et aussi les compétences acquises au cours des 6 mois. Merci Anne-Charlotte. J'ai l'impression d'avoir été très longue, je suis désolée. Ouais, non, mais c'était très complet et je pense que on va pouvoir s'arrêter là pour ce témoignage de prépa apprentissage.
Merci à Anaïs et merci à vous, hein, Anne-Charlotte, pour ce témoignage. Donc, on a parlé entreprise, on a parlé prépa-apprentissage, et puis on va se diriger maintenant sur deux expériences de CFA, mais des expériences qui ne sont pas encore complètement abouties, ou en tout cas qui démarrent. Je propose de commencer donc par le projet qui a été valorisé dans le cadre du challenge, celui de la Guyane. Donc, avec le lieutenant-colonel Dubois du RSMA qui est avec nous et Olivier Marnette, chargé de mission pour la NLCI en Guyane. Olivier, je vais te proposer de présenter le projet et puis le lieutenant-colonel pourra compléter. Avec grand plaisir, merci à toutes et à tous. Je vais revenir sur une petite historique d'accompagnement qu'on a eu avec le CFA consulaire de la Chambre des métiers d'artisanat de Guyane. Donc, c'est un CFA qui est historique. C'est l'un des deux CFA historiques avant que les réformes ne se mettent en place. C'est un CFA multisectoriel. Il est au centre de Cayenne. Et il faut se l'avouer, rencontre aujourd'hui un certain nombre de transformations profondes qu'il doit opérer parce que désormais, beaucoup d'organismes de formation deviennent CFA d'une envergure moindre par la taille et les moyens humains. Et donc, le CFA de Guyane consulaire se réinvente, mais il est soutenu essentiellement par les mécanismes de financement de l'apprentissage portés par l'OPCO EP, celui des entreprises de proximité, pour 60% des parcours d'apprentissage. L'OPCO ACTO, hier, pendant que nous préparions ce webinaire, le président d'ACTO était dans les locaux de ce CFA en Guyane. Ainsi que l'OPCO Uniformation, parce qu'on a des parcours dans l'économie sociale et solidaire. Et pour vous donner une idée du panel de métiers, ça va des métiers de la beauté, esthétique, à la boulangerie-pâtisserie, en passant par commis de cuisine, on y viendra, tout autant que, voilà, un large panel de métiers qui sont en cours d'acquisition dans ce CFA historique. Simplement, quand en janvier 2022 se lance le challenge et la campagne autour de cette sécurisation des parcours d'apprentissage, le CFA se rapproche de moi en exprimant le besoin d'un outil de positionnement à l'entrée en parcours parce qu'ils étaient tout d'abord dans la démarche de certification Calliope. Ils étaient dans une réactivation de cela. Ils ont des plateaux techniques qui étaient en train de se réinventer, de se reconstruire. Et nous en venons au moment où, en janvier 2022, la présidente, Mme Blacodon, son vice-président, M. Mangal, de la Chambre des métiers et d'artisanat, décide qu'on va systématiser avec le directeur Joël Sunter et surtout avec l'équipe pédagogique l'usage d'EVA à l'entrée en parcours. Donc, c'est un outil qui a permis pour 175 apprentis qui étaient déjà en parcours ou qui allaient entrer en parcours d'objectiver de façon large la maîtrise des compétences socles, je dirais, compétences transverses et compétences de base, lire, écrire, compter, le numérique, mais dans un prépositionnement qui n'entrave pas pour les pédagogues, les andragogues du CFA, la capacité à ensuite approfondir le positionnement initial pour construire le contrat pédagogique. Et en tout cas, donc, sur ces 175 passations qui ont été réalisées sur tous les individus, avec tous les individus en apprentissage, eh bien, on est tombé sur un tiers qui présentait des fragilités en termes de maîtrise des compétences de base, diagnostiquées par les 4 degrés de l'illettrisme, de l'autonomie de 1 à 4 avec EVA. C'était un premier pas franchi ensemble. Alors, on avait évoqué des dispositifs comme apprendre autrement par le travail, une méthode d'accompagnement que préconise la NLCI, qui a été mise en usage dans d'autres CFA. Mais finalement, pendant ce temps, le SMA, avec le régiment du service militaire adapté, c'est le moment où je passerai très vite la parole à son directeur opérationnel, le lieutenant-colonel Dubois. Le SMA, c'est désolé, je vais utiliser le mot, une vieille dame. Depuis De Gaulle, le SMA accompagne la jeunesse ultramarine dans son engagement citoyen, dans son engagement vers le milieu professionnel. Le lieutenant-colonel vous en dira plus, par un accompagnement global ouvert inconditionnellement chaque année à 10% d'une classe d'âge en Guyane. Il faut se le dire, 10% d'une classe d'âge est accueillie par le SMA. Et c'est une deuxième chance à l'image que donne en ce moment le ministère des Outre-mer dans la priorité qui est mise sur la jeunesse, et en particulier cette jeunesse qui en Guyane est touchée aux 2/5 par les situations d'illettrisme. J'ai bien dit 2/5, 2 personnes sur 5 sur la statistique guyanaise. Donc, comme la priorité est donnée, que le CFA partait devant et que l'arrangement a été pris avec le SMA pour construire, consolider ses parcours par une solution originale, eh bien, le CFA a choisi, avec la Chambre des métiers, de candidater au challenge Solide sur mes bases,
euh, pour la sécurisation de parcours qui est constitué par un partenariat avec le SMA d'apprentis qui s'orientent vers les métiers de la cuisine. Euh, un partenariat qui s'est donc signé pendant que le challenge prenait tournure. La candidature s'est soldée par le fait que le jury a jugé l'expérimentation originale et SMable. Bien sûr, parce que le SMA est sur 5 outre-mer et que les CFA sont nombreux dans les outre-mer et peut-être aussi en hexagone. Donc, dans cette perspective, je crois que le jury a retenu cette façon d'accompagner, de consolider le parcours dans un tandem entre un CFA consulaire et le régiment du service militaire adapté de Guyane, dont va vous parler un petit peu le lieutenant-colonel. Je finirai avec un mot. Donc, j'ai parlé des OPCO et c'est essentiel parce que lorsque le prix a été remis en septembre, le 11 septembre, eh bien, l'OPCO EP a su construire une mobilité de 2 apprentis rendus ambassadeurs du CFA pour venir recueillir le prix à l'occasion des World Skills à Lyon. Et imaginez ce qu'ont vu ces jeunes, voilà les Jeux olympiques de l'apprentissage dans leur discipline et puis voilà la ferveur de ce qu'étaient les World Skills. Donc voilà, beaucoup de bénéfices indirects de cette expérimentation dont va vous parler le lieutenant-colonel, à qui je cède sans tarder la parole. Et puis l'implication des opérateurs de compétences aux côtés des CFA et des entreprises qui sécurisent les parcours d'apprentissage est déterminante, on en parlait ce matin. Voilà, lieutenant-colonel Dubois, à vous, si vous m'avez bien entendu. Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend. On vous entend très bien. Très bien, merci. Donc, ce que je vous propose, c'est de présenter d'abord le SMA. Je suis le directeur des opérations du régiment de la Guyane. Alors, le SMA, effectivement, c'est une vieille dame, hein, mais qui fait pas mal de chirurgie esthétique parce qu'il se renouvelle en permanence. Nous avons beaucoup de projets en permanente adaptation. Le SMA, c'est un dispositif militaire qui est sous la tutelle du ministère des Outre-mer. Nous sommes tous détachés au ministère des Outre-mer et qui vit notamment par 40% de financement du FSE. Il est présent sur 7 territoires d'outre-mer. Il forme 7000 jeunes par an. Et le dispositif est tourné vers donc les jeunes de 18 à 25 ans, ultramarins, éloignés du marché de l'emploi, et qui sont de nationalité française. Voilà, c'est la dernière particularité. Le projet SMA, c'est un projet si vous voulez, de relance, de remobilisation des jeunes qui sont pour beaucoup, pour des raisons sociales, familiales, sans cadre, qui ont beaucoup de difficultés, des freins à lever et qui ont beaucoup de capacités, mais il y a énormément de freins à lever. Voilà. Et par la militarité, et je vais revenir là-dessus après, par la militarité et un investissement, je le reconnais sans faille de tous nos cadres, hein, qui sont tous des militaires issus des forces combattantes, hein, donc c'est pas du tout notre métier à la base. Mais en revanche, nous avons cette expérience de l'encadrement de la jeunesse et d'une jeunesse vigoureuse, on peut dire. Nous avons, je pense, tous les outils pour accompagner ces jeunes, les relancer dans la vie et les accompagner à l'emploi. Voilà, donc en 2 chiffres, le SMA de Guyane, c'était encore l'année dernière, 75% d'illettrés classe 1 et 2 à l'entrée, 85% d'insertion professionnelle à la sortie. Voilà. Donc je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes et cette magie s'opère sur une moyenne de 10 mois. Ça dépend des filières, mais voilà, nos jeunes sont présents environ 10 mois dans nos murs. Alors, ça a un petit peu évolué cette année. Là, j'avais des statistiques, je les ai mises à jour il y a une semaine. Nous sommes cette année à 55% d'illettrés classe 1 et 2 en raison des changements dans les filières. Voilà, ils sont évalués avec le test EVA, hein, bien sûr. Et donc, on est toujours à 85% d'insertion à la sortie officiellement. Dans les faits, on est plus à 90%. Et en fait, le régiment se freine dans ses performances pour éviter d'avoir trop d'attentes de la part du gouvernement. Je suis désolé de le dire comme ça, mais, euh, mais donc voilà, nous avons de belles réussites en insertion. Nous sommes sur 2 sites éloignés de 4 heures de route, un à Cayenne, qui concerne 200 jeunes environ, et un autre site qui est à Saint-Jean-du-Maroni, à la frontière avec le Suriname, qui concerne 800 jeunes, pour 31 filières et 23 corps de métier, extrêmement différents. Donc ça va du primaire en passant par le secondaire et jusqu'au tertiaire. Voilà. Alors, le SMA se fonde sur une pédagogie militaire, hein, que
peu d'entre vous connaissent, j'imagine, mais qui est à peu près la même qui a été mise en place dans le service national, en modernisé quand même. Donc tout ce cadre militaire avec les particularités du système militaire, hein, notamment la possibilité de priver de liberté les plus récalcitrants, qui sont rentrés volontairement bien sûr, mais qui acceptent les règles quand ils rentrent chez nous, et donc s'y soumettent. Tout ce dispositif militaire est complété par plusieurs pôles. Il y en a un qu'on a appelé l'AMPS, l'accompagnement médico-psychosocial, qui en fait se caractérise par en fait un accompagnement dans la durée des jeunes, avec un effort au début et qui est entretenu jusqu'à la fin. Avec moi j'ai notamment 2 médecins, 4 infirmiers et puis 4 assistants, enfin infirmiers, enfin assistants qui sont avec eux dans l'infirmerie, qui sont à nos ordres, qui permettent d'avoir un accompagnement complet des jeunes pour lever tous les freins, donc avec des prises en charge des rendez-vous médicaux, etc. Psychologique, nous avons un psychologue présent en permanence dans les murs qui fait notamment par exemple des ateliers de slam pour une des filières, pour les aider à reprendre confiance en eux, s'exprimer mieux, se situer dans l'environnement social. Et enfin une assistante sociale qui nous est dédiée et qui lève tous les freins de logement, d'accès à certaines aides. Voilà. Un deuxième pôle aussi qui est complémentaire au dispositif militaire, qui est l'acquisition des savoirs de base. Évidemment, nous avons 7 professeurs d'éducation nationale qui nous sont détachés en permanence et donc qui luttent contre l'illettrisme. Je vous ai dit qu'il était très important chez nous, et l'électronisme, avec notamment dans l'accompagnement des jeunes, nous avons un Fab Lab qui a été financé par la Fondation Orange sur le régiment, qui leur permet d'avoir des projets individuels ou collectifs et de manier des outils qu'ils n'auraient jamais vus sinon, avec derrière cette possibilité pour certains de créer leurs propres entreprises. C'est le cas, nous avons des jeunes qui sont des vrais success stories, et, euh, et aussi une certaine euh, familiarisation avec des outils modernes qui est requise par les employeurs. Alors, ce que les employeurs viennent chercher chez nous, c'est en fait le pilier du SMA, c'est les 5 règles de base. Ils nous le disent tous. À chaque fois que je les rencontre, ils me disent en fait ce qui est formidable, c'est que les jeunes qui sortent de chez vous sont fiables. Parce que les 5 règles qu'on apprend aux jeunes quand ils rentrent, c'est être à l'heure, être dans la tenue, respecter ses chefs et ses camarades, travailler en sécurité, travailler en équipe. Voilà, ces 5 mots d'ordre qui sont omniprésents dans la formation font l'employabilité des jeunes du SMA. Voilà, et donc je terminerai en parlant du projet qui a été récompensé. Pardon, allez-y, je vous écoute. Voilà, oui, non, c'est ça. Voilà, j'allais vous demander de venir au projet pour qu'on puisse J'allais- l'évoquer. Merci. Si vous me permettez une incise, lieutenant Exactement. colonel, j'allais vous faciliter le terrain en disant le format qui a été, je crois, le vôtre avec le CFA a été de passer par une période de statut militaire qui soit finalement un Oui, SAS global avant l'entrée dans un parcours diplômant en apprentissage. Et donc, dans votre complémentarité, je vous laisse maintenant la main sur le déroulé en 18 mois, mais qui est en cours. Et avec à terme la sécurisation de parcours vers le métier et le titre professionnel de commis de cuisine, je crois. tout à fait. On parle de jeunes qui sont entrés en février de cette année chez nous, et donc qui, au lieu de faire 10 mois ou 12 comme ils font d'habitude au SMA, en fait en font 6 totalement dans les murs avec cette formation militaire. Ils passent le permis avec nous, et ensuite ils ont 6 mois en formation au CMA, encore sous statut militaire, c'est-à-dire qu'ils sont, voilà, ils sont logés, nourris, blanchis euh, et véhiculés par le SMA jusqu'au CMA. Il y a même un cadre du régiment qui est avec eux, qui est un ancien jeune de formation de chez nous, parce que c'est une particularité du SMA, c'est que certains peuvent poursuivre et être petit gradé d'encadrement pendant 5 ans. Ah, donc il y a un de ces jeunes qui les accompagne et qui est présent sur le site pour s'assurer que voilà, la discipline est respectée, que tout ce qu'ils apprennent chez nous est encore mis en œuvre. Et ensuite, à la fin, donc comme dans une sorte de progressivité, nous avons un dernier tiers de 6 mois où là, les jeunes quittent le statut militaire, sont totalement au CMA et donc finissent leur formation effectivement, de commis de cuisine, voilà, qu'on a appelé nous agents privés de restauration. Voilà. Merci pour cet exposé limpide, colonel. J'espère donc que ça fera des émules et que cette solution en cours de déploiement pourra trouver racine dans d'autres terreaux, ultramarins ou hexagonaux, et inspirer d'autres. J'insiste et tout de même, je voudrais quand même finir avec ça. Oui, bien sûr, vous avez et j'en ai souvent parlé avec vos homologues, la discipline militaire est un plus, mais vous avez aussi la bienveillance et la reprise de confiance en soi de ces jeunes
finalement, dans ce cadre, trouvent de nouveaux repères pour ensuite s'épanouir essentiellement vers la vie civile et une employabilité. C'est ce que vous offrez avec ce SAS, ce partenariat. Et parce que le monde civil est parfois réticent à la discipline militaire, je tiens à revenir vers ça dans le sens où vous êtes dans une posture certes militaire, mais dans une ouverture complètement sociale et bienveillante pour cette jeunesse guyanaise à laquelle vous permettez de se réengager sur le chemin d'un parcours individuel et civil. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à tous les deux pour ce témoignage très, très intéressant et original, hein, puisque c'est aussi ce qui a été pointé par le jury. On va rester en Outre-mer et aussi sur un projet, alors assez différent, hein, mais c'est tout l'intérêt aussi de cette petite galerie de témoignages. Et donc là, je vais donner la parole à Sylvia Plocostrafel, qui en fait a des missions particulières, une mission de coordination autour d'un projet mené par 3 CFA de Guadeloupe. Et ce projet s'appelle Cap ou pas Cap. Donc voilà. Sylvia, je compte sur vous pour être assez synthétique parce qu'on a pris un petit peu de retard et il y a encore 2 témoignages après le vôtre. Merci beaucoup. Vous n'avez pas de son, madame. Ah oui, par contre, il faut activer votre micro, Sylvia, sinon c'est triste. Voilà, on a bien l'image. L'image, ça va, ça marche parfait. C'est Voilà, tout va parfait être bon. là, je pense. Allez, C'est bon. c'est nickel. À vous. Voilà. Donc, je serai synthétique pour présenter ce projet, mais qui est vraiment intéressant. Donc, sur la Guadeloupe, c'est un projet donc Cap ou pas Cap, dont l'objectif est zéro apprenti en situation d'illettrisme en Guadeloupe. Donc, nous avons eu un financement de la préfecture de la région Guadeloupe de 42 000 euros dans le cadre de l'appel à projet stratégie de lutte contre la pauvreté 2023. Le porteur de projet, c'est l'association WALT, We Are Alternance, et donc avec le support de l'ANLCI. Ah, il faut que je retrouve. Oui, c'est des fois en partage d'écran, c'est pas toujours simple avec le C'est pas plein toujours écran, hein, simple. c'est bon. Voilà. Alors, donc, il y a 3 CFA de Guadeloupe qui se sont engagés dans la coopérative des solutions depuis 2023. Donc, le CFA Fort, Format Plus et GFORM. Donc, l'association, donc, WALT, donc, c'est le porteur de projet et qui défend l'alternance et ce sont des forces vives, entreprises, également écoles et organismes. Aujourd'hui, c'est plus de 1100 CFA, 30% de l'alternance en France avec 1500 entreprises engagées et aujourd'hui plus de 84 000 jeunes au sein de la communauté Wild sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez dû voir peut-être il y a quelques mois, donc, notamment Kelly Pepperol, qui est skipper et qui, de Captain Alternance, le voilier de Wild, qui a porté la flamme olympique à Paris, donc entre la Guadeloupe et la Martinique, durant les JO. Donc, la coopérative des solutions, c'était 2023. C'est Jessica Oublié, donc correspondante régionale de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme en Guadeloupe, avec Annabelle Puget, des collectifs créatifs des territoires, qui ont porté donc des journées de co-construction. Et c'est important que ça soit fait de façon collaborative, notamment avec des design thinking pour faire justement émerger des projets. Donc, les 3 CFA qui rejoignent ensuite le projet sont donc ces 3-là. Mais durant les journées de design thinking, il y avait plusieurs CFA, des formateurs et également d'autres partenaires. Donc, solide sur mes bases, donc les 3 CFA ont candidaté au challenge. Aucun n'a remporté le challenge, mais il faut savoir qu'il y a vraiment donc le projet a vraiment retenu l'attention du jury par la collaboration autour de ce projet. Donc, la situation en Guadeloupe euh, fait que, en effet, les CFA sont particulièrement concernés par l'illettrisme. Sur les 5000 jeunes âgés de 16 à 25 ans évalués chaque année lors des journées défense et citoyenneté, 32% sont en difficulté avec la lecture, 25% avec l'illettrisme, avec l'écriture. Près de 7 jeunes sur 10 sont repérés en difficulté et sont scolarisés. Donc, une augmentation chaque année du nombre d'apprenants
Donc vraiment, les CFA et donc les trois CFA dont on va parler sont vraiment concernés par l'illettrisme. Donc, les constats et les objectifs qui ont été définis, donc c'est que Cap ou pas Cap a été vraiment perçu comme un levier de recrutement avec de nouveaux candidats, donc en plus grand nombre et plus performants. Donc, on a eu un accompagnement sur le plan pédagogique, certes, mais aussi sur le plan psychologique, social et financier. Et le but, c'est vraiment de diminuer le taux d'absentéisme, le taux de rupture de contrat d'apprentissage, le taux de décrochage de la formation, voire le taux de délinquance. Donc, on a mis des moyens en œuvre, on les a mutualisés et je pense que c'est une particularité de notre projet. Donc, en termes de coordination, donc il y a une coordination nationale avec Nolwenn Lemoux de l'association WALT et moi-même sur la Guadeloupe, donc pour la réalisation des COTEC, des COPIL, et puis une communication aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn et la recherche de partenariats puisque comme je disais, donc le but, c'est aussi d'accompagner sur la partie pédagogique, mais également sur les problématiques, les freins à l'alternance, santé, logement, recherche d'entreprise. Donc, sur la partie toujours mutualisée, donc c'est la formation des formateurs. Et donc, en fait, bah, je forme les équipes pédagogiques à Gérib Compétences. Donc, Jessica Oublié a eu l'occasion de les former à EVA, que certains utilisent. Et donc, moi, sur Gérib Compétences, on fait des face-à-face pédagogiques avec les formateurs. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un temps d'échange avec les formateurs pour justement avoir un retour d'expérience. Donc, l'objectif, c'est de former les communautés éducatives des CFA partenaires à mieux prendre en compte les compétences de base dans leur pratique professionnelle. Donc, sur la partie mutualisée également, donc on a certes un projet, Cap ou pas Cap, mais on a aussi des rencontres, des échanges sur les pratiques professionnelles. Il y aura un livrable qui est un des livrables importants du projet, c'est le kit de ressources pédagogiques. Donc, on va vraiment capitaliser avec un kit de ressources. On a 9 copiles, 9 par CFA par trimestre avec la direction des CFA, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on intègre les formateurs et un à deux apprentis de chaque CFA. Walt, bien sûr, la NLCI et la coordinatrice régionale. Et puis deux COTEC, un par semestre, où le financeur, en l'occurrence la préfecture, mais aussi la dette, nous rejoignent. Et puis en 2025, on aura bien sûr la mesure d'impact social et les livrables. Donc, l'outil qui est choisi comme plateforme de remédiation, c'est Gérib Compétences. Donc, Eva sera l'outil donc, pour deux des CFA sur trois pour évaluer les compétences de base. Et ensuite, on passe à Gérib pour les trois CFA pour tester, évaluer en début de parcours et ensuite créer et prescrire des parcours individuels. Donc, on pourra ainsi suivre les résultats des apprentis et notamment utiliser les modules GERIP, vie citoyenne, CLEA, remise à niveau, tout ce qui concerne le numérique, le code de la route et les soft skills. Donc, on a réalisé un planning prévisionnel d'avril 2024 à juillet 2025. Et je pense que voilà, c'est important que je vous parle des projets, en particulier des trois CFA. Donc, concernant Fort, le projet s'appelle Fort sur mes bases, avec un clin d'œil voilà, solide sur mes bases. Donc, on aura donc 126 apprentis qui sont évalués et qui vont rejoindre le projet Cap ou pas Cap. Il y en aura 30 une équipe engagée et puis la solution, donc il y a toujours ce noyau de solutions dans les trois CFA qui est le test avec Eva, le test de positionnement complémentaire sur les alternants qui ont été identifiés avec Géry Compétences, la réalisation des parcours individualisés et puis chez Fort, donc on a un entretien médico-social et un parcours santé donc, les deux sont non obligatoires, mais proposés. Et puis, surtout, le travail, là, il y aura vraiment besoin de la collaboration des tuteurs de stage, un travail sur les cas de mise en pratique professionnelle et réelle.
Chez Format Plus, donc le projet s'appelle Format BC. Donc, on a 155 apprentis qui sont évalués, 25 qui vont intégrer donc Cap ou pas Cap. Donc, les tests ont débuté hier chez Format Plus et on fait le dépouillement le 15 octobre. Donc, toujours l'évaluation avec Eva, le parcours d'accompagnement individualisé qui est préconisé, la signature d'un contrat d'engagement parce que c'est important vraiment que les jeunes voilà, aient conscience de l'effort et du temps supplémentaire à fournir et qu'ils y adhèrent. Et puis, donc, l'engagement du maître d'apprentissage. On a un petit déjeuner bientôt de sensibilisation des maîtres d'apprentissage. Et chez Format Plus, dans quelques mois, donc une remise de récompense en fin de formation. Donc, chez GFORM, donc le projet s'appelle Réforme. Et donc, on a 25 apprentis évalués, 20 qui vont intégrer donc Cap ou pas Cap, une équipe aussi très engagée. Les solutions pour lutter contre l'illettrisme chez GFORM, donc des tests directement sur GRIP. Donc, GFORM a pris le parti de passer directement en évaluation, puis en parcours individualisé sur GRIP. Et puis, la particularité de GFORM, c'est l'accompagnement avec des mentors. Donc, il y a quelques jours, en septembre, on a fait une rencontre entre des jeunes apprentis qui ont pitché devant des professionnels, des adultes, pour justement avoir des mentors. Et les mentors ont choisi donc leurs apprentis et ceux qu'ils vont accompagner pendant 11 mois. Donc, le budget et le temps alloué par les CFA donc, comprennent l'achat. Donc, concernant le budget, c'est l'achat d'ordinateurs, les frais de communication, les licences GRIP, le coût des formateurs. Et le temps de remédiation, donc chaque semaine pour les apprentis, est de 1 heure. Donc, pendant 1 heure sur toute la durée de leur formation, ils entrent dans le projet Cap ou pas Cap. Donc, on a donc capitalisé sur l'expérience donc qui est en cours. Donc, bah, déjà, je réalise des comptes rendus sur l'avancée du projet, que ça soit au niveau régional et avec les directeurs des CFA, donc des comptes rendus réguliers. Et puis également un compte rendu et une réunion mensuelle avec Walt et avec Nolwenn Lemoux sur Paris. Le livrable le plus important, ce sera le kit de ressources pédagogiques, donc avec des thématiques sur GRIP, la formation GRIP, les évaluations EVA et GRIP, l'organisation des parcours. Bien sûr, les COTEC et les COPIL et les EPP avec les formateurs. Et puis surtout voir comment établir des modalités d'une évaluation systématique des compétences de base à l'entrée en formation. Donc, l'objectif actuel, c'est d'expérimenter cette solution dans les 3 CFA partenaires et à moyen terme de mutualiser sur les résultats obtenus en vue d'un essaimage dans les autres CFA de Guadeloupe. Voilà. Merci Sylvia, merci. Ça a été très complet et très synthétique et ça permet de voir l'importance effectivement de cette coordination et du fait d'unir ses forces hein, entre structures pour mieux répondre aux enjeux. Merci beaucoup. Avec Donc plaisir. voilà, on va tout de suite aller dans le sud, mais de l'Hexagone cette fois-ci. Et je vais laisser donc Corinne Matteaccioli, qui est chargée de mission régionale pour l'agence en PACA, euh, et Madame Élodie Olivier du CFPPA d'Antibes. Euh, voilà, je ne sais pas si tout le monde est bien connecté et si vous pouvez prendre la parole. Corinne, je te vois. Et c'est Bonjour à toutes et tous. voilà. J'ai vu que Madame Olivier était connectée tout Oui, à elle était tout l'heure. à l'heure, Ouais. effectivement. Madame Olivier, est-ce que vous nous entendez? Alors nous, on vous entend pas pour l'instant, donc il y a peut-être eu une petite déconnexion. Ce Ouais, que je vous on l'a pas dans propose, les. c'est qu'on va peut-être, puisqu'on a Corinne Barthes qui, elle, est bel et bien connectée, on va partager le témoignage et l'expérience de notre lauréat des CFA qui ont mené à bien des projets et qui continuent à les animer. Et donc, je vais laisser Anaïs Boroviac reprendre la parole et faire un petit échange avec Corinne et on reviendra vers Antibes tout à l'heure. Mais il y avait des problèmes aussi D'orage. d'intempéries, hein. Ouais, c'est un peu compliqué là sur. Bon, ouais.
Anaïs, je te laisse répondre. Oui, oui, ouais, ouais, ça marche. Bonjour Corinne, Bonjour à merci de tous. te libérer cet après-midi parce que je sais que tu étais mobilisée par ailleurs. C'est pas Euh, grave. C'est bien d'être avec vous et d'entendre toutes ces belles actions. J'ai pris plein de notes et plein d'idées. Super. Eh bien, donc, est-ce que d'abord tu peux, pour les participants, présenter le FMA, les filières professionnelles, les formations proposées, et puis toi, ton rôle au sein de l'FMA? D'accord. Alors, je travaille dans le CFA qui s'appelle maintenant CMA Formation. Avant, c'était le FMA. C'est le CFA de la Chambre des métiers, comme on l'a présenté tout à l'heure avec Olivier, je crois. C'est le CFA de la Chambre des métiers d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, nous formons les apprentis sur les métiers de la restauration, de l'alimentation, de l'automobile, de la beauté et de la vente. Et nous avons en 1300 apprentis cette année, plus des prépas apprentis, comme un peu Anne-Charlotte a présenté tout à l'heure. Donc, je me suis bien retrouvée dans ce qu'elle a dit aussi. Voilà, donc notre centre de formation, il est vieux, hein, j'y travaille déjà depuis, je le dis pas peut-être parce que là, je crois que je fais ma 40e rentrée. J'étais professeure avant dans ce centre de formation. Et nous sommes un CFA charté H+, ça veut dire que la chambre, l'Auvergne, non, la région Auvergne-Rhône-Alpes nous reconnaît pour l'accompagnement qu'on peut mener pour les personnes en situation de handicap, notamment. Voilà, donc j'étais professeure et je me suis aperçue qu'il y avait de plus en plus d'hétérogénéité dans les classes, que ça devenait compliqué pour les enseignants. Et en parallèle, je me suis également formée sur un master en sciences de l'éducation, voilà. Et j'ai eu envie d'insuffler quelque chose de nouveau, une nouvelle pédagogie, une nouvelle façon de répondre aux besoins des apprenants, mais aussi, je pense, des professeurs qui, des fois, savent plus comment faire dans les classes avec toutes ces différences de niveau et cette vraie difficulté avec les compétences de base, comme on a tous, hein, et tout le monde a bien dit les mêmes choses. J'ai rien fait d'extraordinaire, hein, voilà, c'est juste, on a essayé de répondre aux besoins. Et du coup, tu es partie de ces constats-là pour Et, créer un espace hors des classes, en fait, hein, qui s'appelle donc l'espace d'apprentissage actif, pardon. et E2A. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne pour qu'un jeune rentre dans cet espace-là? Comment ça se passe une fois qu'il est dans le 2A? Donc le 2A, c'est... Ah, je t'ai coupé, tu n'avais pas Et non, fini. voilà, pour qu'on comprenne bien comment ça se passe au sein de l'espace d'apprentissage actif. Essayer. Donc en fait, au départ, c'était le centre ressources qui vivotait, hein. On n'arrivait pas, il y avait une personne qui travaillait dans ce centre ressources, mais on n'arrivait pas vraiment à le faire vivre. Et puis quand j'étais enseignante, je faisais un peu du bénévolat sur le temps de midi pour aider aux jeunes pour qu'ils reprennent leurs cours, tout ça. Et là, avec toutes les recherches que j'ai lues, je me suis dit, je vais essayer de créer un tiers-lieu des apprentissages, un endroit qui n'est pas une classe, où le professeur n'a pas vraiment la posture du professeur, mais vraiment dans l'accompagnement. Donc au début, on était deux. Maintenant, nous sommes 12 et donc on va accueillir tous les jeunes qui ont des difficultés. Alors, dans ce type de public, il peut y avoir des allophones étrangers, des mineurs non accompagnés, par exemple, ou pas, hein, d'ailleurs, des personnes qui ne parlent pas bien la langue française, des jeunes en grande difficulté avec les savoirs de base. Il peut y avoir des jeunes diplômés aussi qui, eux, sont au-dessus du niveau et ne vont plus en classe de français parce qu'ils sont dispensés de cette matière. Des adultes en reconversion, des personnes, enfin et nos prépas apprentis qui sont aussi dans cet espace et des apprentis qui, eux, ont tellement de difficultés qu'on leur conseille plutôt de faire un contrat de 3 ans plutôt qu'un CAP en 2 ans. Donc, toutes ces personnes-là sont mélangées. C'est pour ça que je te disais l'autre fois, Anaïs, qu'on est vraiment, enfin, à mon sens, dans l'inclusion au sens large. Et ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur, c'est qu'on puisse vraiment mélanger tous ces publics pour pas stigmatiser et puis pour qu'ils s'entraident aussi. L'apprentissage par les pairs, je crois que c'est Anne-Charlotte qui en a parlé, il est vraiment important et il peut aider.
Donc, on propose plein d'ateliers. Il y a des ateliers de français, des ateliers de français langue étrangère, de maths, sur les compétences transversales, enfin, tout ce qui peut ouvrir sur d'autres choses. Et chaque jeune qui vient va avoir un planning personnalisé et va aller dans l'atelier qui lui convient. Alors, c'est un travail un peu de fou, mais en tout cas, ça fonctionne pas mal. Et donc, il y a des enseignants qui ont fait le choix de partir avec moi sur ce projet. Alors, ce qui est extraordinaire, enfin, moi je trouve ça extraordinaire, c'est qu'en fait, ils ont laissé leurs 21 heures de cours, enfin chez nous c'est 21 heures de cours, pour venir travailler 35 heures sur le site et être tout le temps là. Donc, gros travail en équipe, concertation. Voilà, pour moi, c'est vraiment grâce à cette équipe de professeurs qui s'investit chaque année, on en a de nouveaux, que ça fonctionne. Voilà. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple de pratique que vous avez mis en place justement pour faire travailler ensemble les enseignants des matières, enfin, le français par exemple, Mm. et les professeurs sur les matières techniques en fait, Ouais. et comment tu travailles justement le français de façon un peu détournée, on va dire. Voilà, on essaye de tricher un peu, hein, parce qu'on sait tous que faire que du français pour du français, c'est pas facile. Et on a un collègue qui est prof de PS qui avait vraiment envie de rejoindre notre équipe. Donc, je lui dis, bah, OK, on met un atelier EPS, mais ça sera activité transversale en même temps. Donc, il vient dans l'équipe, ils essayent de voir en fonction de la progression du travail ce qu'il peut faire. Donc, je sais pas, par exemple, ça peut être faire une randonnée et en même temps parler, faire de la description, ce qui est dans le programme de CAP en français. Ça peut être travailler sur les conversions, ce qui est dans le programme de maths. Et ça, lui, donc je lui ai demandé d'établir une progression sur l'année, mais vraiment avec l'équipe. Et ça fonctionne plutôt bien. Et cette année, il a vraiment, quand il a eu les jeunes la première fois, il leur a vraiment dit que c'est pas que de l'EPS, c'est aussi travailler autrement. Et c'est quelque chose, lui, il a pris ça à cœur et les jeunes aussi, maintenant, ça fonctionne. Voilà. Et vous êtes aussi labellisé Atelier de pédagogie Ouais, personnalisée, APP, donc ça, c'est aussi au voilà. service de cette démarche-là. Oui, voilà, quand j'avais entendu parler il y a quelques années en arrière des APP, ateliers pédagogie personnalisée, je me suis dit, mais en fait, c'est ce qu'on fait, quoi. Et on s'est fait labelliser, donc ça fonctionne. Et c'est vrai que grâce à ça, on a un réseau. Et puis les APP, c'est vraiment des valeurs, ils véhiculent vraiment des valeurs super intéressantes, où il y a de la bienveillance, on reprend les choses sans stigmatiser, comme vous l'avez dit. Donc, ça nous correspond bien et on a envie de continuer comme ça et de pouvoir échanger avec les autres centres de formation parce que tout seul, on n'a pas toutes les idées, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, je ne sais pas si on a encore quelques minutes, mais Oui, dis-moi. les retours que tu as pu constater sur les jeunes accompagnés au sein de l'E2A, alors pas sur tous les profils, mais spécifiquement sur des jeunes qui étaient en difficulté avec les compétences de base. Ouais. Tu me disais, ils vont en parler aussi dans les classes et puis ça donne aussi envie à d'autres jeunes, peut-être un peu réticents, bah, d'y aller. Enfin, Oui, voilà. c'est ça, parce que en fait, au départ, on présentait le 2A comme l'espace où on accompagnait les jeunes qui avaient des difficultés. Alors maintenant, on a complètement changé. On dit c'est un espace ouvert à tout le monde et qui peut aussi accompagner les jeunes en difficulté. Et c'est vrai que certains, quand ils viennent à le 2A, au début, bon, ils sont un petit peu, voilà, ça les gêne un peu, mais très rapidement, ils se rendent compte du bienfait de cet accompagnement. Et des fois, il y en a, ils viennent et nous disent j'arrive pas en classe. Est-ce que vous pouvez me prendre à l'E2A, moi aussi? Donc ça, pour nous, c'est une réussite. Et les enseignants, ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas parce qu'on va à l'E2A à la place d'un cours de français, par exemple, que c'est fait pour toute l'année. Ils peuvent très bien, s'il y a une vraie amélioration, réintégrer leur classe. Donc, c'est ça, c'est pas je suis là-bas et puis j'en sortirai plus et c'est une prison. Non, c'est je suis là, j'essaye de mettre en place des choses. Et puis, on l'avait dit aussi que, Anaïs, je sais pas si tu te souviens, on fait signer un contrat comme on est à PP. Donc, c'est à chaque fois, c'est eux qui décident de venir. Moi, je les oblige pas. S'ils veulent rester en classe, ils restent en classe. Voilà.
Dernière question, Denis, je crois que quelqu'un l'a oui. posé dans le fil de discussion. Cet espace, il est financé comment? Justement, quel Bah, j'ai modèle? la- Alors, bon, bah, nous, vous savez, c'est des apprentis. Donc, on a un coût contrat. Hein, comme dans tous les CFA, il y a un coût contrat. Donc, c'est aussi, j'ai dû être convaincante auprès de la Chambre des métiers, mais qui vraiment a été à l'écoute, hein, puisqu'on sait que, on l'a dit plein de fois, les entreprises ne trouvent plus des salariés qui correspondent à leurs attentes en tant que savoir-faire, savoir-être, voilà. Donc, la Chambre des métiers nous soutient sur ce projet. Et puis, moi, je réponds à des appels à projets, la DRETS, la GFIP. Dès que je vois passer la NLCI, mais là, dès que je vois passer un appel à projet qui peut me financer un professeur ou un accompagnant, ben, je réponds et j'arrive à avoir des fois 40 000, 30 000, 50 000. Ça dépend des années, ça dépend des projets. En ce moment, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a plus de sous. C'est ce que je disais à Anne-Charlotte. Même le prépa apprentissage, ça va plus être financé. Donc, c'est fou, hein. On met en place des choses géniales tous. Et après, on nous dit, bah non, c'était super bien, mais vous êtes plus financé. Faut Ouais, c'est recommencer. une difficulté, effectivement. Merci, Corinne, Voilà. pour le témoignage et l'explication sur cette E2A. Et s'il y a des Ah, personnes qui veulent venir visiter voilà, ou en discuter, moi, c'est j'aime bien open. Si vous partager voulez, voilà. avec plaisir. Si vous voulez aller à Bourgoin-Jallieu, voilà, Corinne vous Claire. attend. Donc, c'est très gentil, en tout cas. Corinne, est-ce que nous avons retrouvé Élodie Olivier? Il ne me semble pas. Ah, flûte, ouais. Eh bien, oui, malheureusement, elle m'avait fait un petit message avant le début du webinaire en me disant que c'était très compliqué dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui. Donc, bah, vous retrouverez de toute façon hein, dans la synthèse et dans les annexes la présentation de l'espace Colibri et de toutes les initiatives qui sont prises au CFPPA d'Antibes, qui sont là aussi très intéressantes et qui sont un peu hein, une autre forme de déclinaison, mais d'espace personnalisé ouvert, hein, un peu comme celui que vient de nous décrire Corinne. On voit un peu, hein, si on fait une petite synthèse et puis on va pouvoir prendre quelques questions, mais on voit dans tout ce que vous avez dit hein, quand même un certain nombre de points de convergence autour de la bienveillance et de la communication. Hein, on l'a vu au niveau de l'entreprise, on le voit au niveau des structures de formation. Le fait de donner du sens à l'apprentissage hein, et aux apprentissages en général, de donner du cadre, de professionnaliser les formateurs et d'utiliser des méthodes pédagogiques adaptées, de créer des parcours individuels. Hein, l'individualisation a été aussi beaucoup évoquée. Et puis, commencer par le commencement, c'est-à-dire repérer les difficultés, les objectiver hein, pour permettre effectivement ensuite, on va dire, de proposer l'accompagnement adapté. Donc voilà un peu sur les différents éléments qui reviennent. Est-ce que nous avons des questions? Donc certaines auxquelles on a répondu ou auxquelles les participants ont aussi répondu dans le chat, mais est-ce que nous avons des questions qui demeurent? C'est le moment de vous manifester avant que nous ne clôturions cette revue de témoignages. Virginie, Louane, non, vous voyez Je ne vois rien. pas de main levée. Et puis, on a répondu aux questions. Il y avait tout à l'heure Florence Georgin d'ATD Carmonde qui posait Oui, une question aux écuries pour être bien sûr de comprendre que le jeune dont il était question avait été scolarisé jusqu'en seconde. Mais je crois que c'est ce qui c'était le avait cas. effectivement Ouais, été dit. ouais, tout à fait. Euh, et puis ensuite, voilà, on a Bon, je répondu. crois Est-ce que je on a vois pas de main répondu à toutes levée? les questions. Eh ben, on va être Ah, si, il y a une main parfaitement levée. à Alors l'heure. attendez, Ah, il y Gérald a une main Saint-Pierre. levée. Ah, voilà. Allez-y, monsieur Saint-Pierre. Monsieur Saint-Pierre, on vous écoute. Mettez votre micro, hein. Oui, activer le son. Oui, bonjour. 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 Oui, bonjour. Donc, merci pour cette belle intervention et aussi ce retour. Donc, nous sommes sur la Guadeloupe. Nous portons actuellement, en fait, un pôle territorial de coopération économique. Donc, quand j'ai entendu parler du problème de financement, je me suis permis, en fait, à la fois d'être intervenant pour poser une question, mais aussi alerter sur cette possibilité et ce champ économique par rapport déjà aux actions qui sont menées et au développement, en fait, sur les axes, par exemple, sur les territoires, d'obligation d'innovation et d'expérimentation, qui reste pour moi une source non négligeable
négligeable de financement parce qu'il permet aussi de développer des amis, donc des appels à manifestation d'intérêt, ce qui couvre en fait les acteurs sur une plus grande phase en fait d'imperméabilité, de transparence par rapport aux projets personnalisés ou encore même au développement des programmes d'action politique sur le territoire. Surtout dans le cadre de l'accompagnement, en fait, j'ai entendu parler de la lutte contre la pauvreté. Donc, ça va beaucoup plus loin puisqu'actuellement, on est sur justement une phase de développement des métiers de la Caraïbe puisqu'actuellement, en développement connexe et la prise en charge des zones économiques exclusives, voilà, nous sommes actuellement dans ce constat. Donc, merci encore pour cette information, mais c'était plus Merci. une prise Oui, oui, d'information oui. et faire savoir qu'actuellement, on a vraiment cette possibilité en tant qu'acteur de ne pas laisser cet accompagnement se moudre en fait dans un aspect idéopolitique ou encore non patriotique ou encore national. Voilà. Merci Merci pour beaucoup, tout. Monsieur Saint-Pierre, pour cette Voilà. intervention et cette précision. De rien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, écoutez, je vous propose on termine parfaitement à l'heure, ce qui quand même est assez remarquable et rare, hein, pour être signalé. Donc, je vous rappelle que donc, ce webinaire a été enregistré, le replay sera disponible. Vous recevrez tous donc, un mail dans lequel vous aurez la fameuse synthèse et ses annexes pour retrouver en longueur l'ensemble des témoignages et d'autres que ceux qui ont été proposés aujourd'hui. Et puis donc un petit lien pour quelques questions très brèves pour essayer de voir comment est-ce que vous avez encore des besoins? Est-ce qu'il y a le souhait de poursuivre ce travail débuté ensemble cette année? Et si oui, sous quelle forme? Voilà, on s'inspirera évidemment comme d'habitude de ce que vous faites sur le terrain, de vos retours et de vos besoins pour continuer à construire des actions. Félicitations encore à tous nos lauréats. Remerciements à toutes les structures qui ont candidaté, même celles qui ont été malheureuses hein, dans le choix du jury. Mais l'essentiel hein, de cette démarche, c'était bien sûr ce point aujourd'hui de partage et surtout le fait de créer des dynamiques locales qui soient toujours pertinentes, qui permettent d'accompagner toujours plus de jeunes pour les appuyer dans leur entrée dans la vie adulte. Voilà. Merci à tous. Une bonne fin de journée et un grand merci à tous ceux qui ont témoigné.